Bonjour à tous et à toutes, vous êtes plus de 300 à avoir rejoint ce 5e webinaire Barnes consacré au marché de l'immobilier de luxe face à la crise du Covid-19. Merci pour toutes vos questions. Elles nous serviront de fil rouge dans nos échanges. Vous pouvez en poser en direct, nous essaierons d'y répondre à la fin de ce webinaire. Et j'ajoute que les coordonnées des intervenants vous seront communiquées pour que vous puissiez vous adresser à eux en direct par la suite. D'ici 48 heures, le gouvernement de Boris Johnson devrait annoncer la date et les modalités du déconfinement au Royaume-Uni. Le marché londonien est donc l'objet de 1000 questions et 1000 spéculations auxquelles nous essaierons d'apporter des réponses cet après-midi. Je m'appelle Laurent Caillot, je suis journaliste spécialiste de l'immobilier. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde qui abordera avec Barnes le marché immobilier de prestige à Londres et comment il a tenu le choc face à la crise du coronavirus. Précision importante, nous n'avons pas à prendre position sur la manière dont tel ou tel pays a réagi à la crise, mais bien d'analyser le marché tel qu'il se présente aujourd'hui, 5 mai 2020, et quelles sont ses évolutions possibles et prévisibles dans les semaines et les mois à venir. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Barnes, même si je suis certain qu'ils sont très rares, je vais vous présenter le groupe en quelques mots. Fondé par Heidi Barnes et Thibaut de Saint-Vincent, voilà 25 ans, Barnes est aujourd'hui la première société d'immobilier résidentiel haut de gamme totalement intégrée, c'est-à-dire qu'elle propose à ses clients français et internationaux une offre de services globale et personnalisée qui s'illustre par la vente d'appartements, de maisons, d'hôtels particuliers, d'immeubles, de châteaux, de programmes neufs, de propriétés de chasse, de haras, de vignobles ou de yachts. Et ceci dans 15 pays et 60 destinations, entre villes et lieux de villégiature, en bord de mer ou en montagne. Nous commencerons cette table ronde avec Thibaut de Saint-Vincent, le président de Barnes, pour échanger avec lui sur la situation globale de l'immobilier de prestige et sur le retour d'expérience de Barnes à travers la crise que nous traversons. Je donnerai ensuite la parole à Chloé Rulot, directrice de Barnes Londres, qui nous donnera les clés du marché londonien et nous donnera une vision précieuse, c'est-à-dire une vision de l'intérieur de ses perspectives d'évolution. Avec Chloé, nous essaierons de comprendre pourquoi Londres possède ce statut à part, sorte de valeur refuge extrême sur l'échiquier mondial de l'immobilier de prestige. Nous échangerons enfin avec Isabelle de Vernon, de la succursale londonienne de la Banque Transatlantique, qui nous expliquera comment son activité s'est poursuivie durant le confinement, ce qui ne fut pas le cas de tous les établissements financiers londoniens. Nous verrons avec Isabelle que le marché immobilier de Londres reste, malgré les crises, l'un des plus stables qui soit, génération après génération. Commençons par Thibaut de Saint-Vincent. Thibaut de Saint-Vincent, le déconfinement est en train de se mettre en place en Chine et aux États-Unis. Il interviendra à partir de lundi prochain en France et nous saurons dans 2 jours ce qu'il en est au Royaume-Uni. Comment l'immobilier de luxe s'est-il comporté sur le plan international depuis le début de cette crise ? Écoutez Laurent, je vais vous surprendre. Non seulement l'immobilier de prestige résiste, mais résiste très bien et il sera probablement l'un des rares gagnants de la crise que nous traversons. La crise du coronavirus est intervenue dans un moment où l'immobilier de prestige était extrêmement bien portant partout dans le monde. Et depuis des années, partout dans le monde, on voit qu'effectivement la demande est supérieure à l'offre, avec toutefois des marchés qui diffèrent selon les données politiques et économiques propres à chaque pays et des profils qui diffèrent, évidemment des profils immobiliers qui diffèrent d'une ville à l'autre, d'une station balnéaire à l'autre ou d'une station de ski à l'autre. Ainsi, la crise du coronavirus est intervenue dans un marché euphorique à Paris, dans un marché qui commençait à s'essouffler à Madrid, un marché qui repartait à la hausse à Miami, ou dans un marché qui ne demandait qu'à repartir, comme on va le voir, à Londres avec le Brexit. Donc, cette crise et les effets de cette crise seront différents d'une ville à l'autre, d'une station balnéaire à l'autre. Thibaut de Saint-Vincent, les internautes qui nous écoutent et nous regardent sont, d'après les inscriptions que nous avons reçues, situés autant en France qu'au Royaume-Uni, voire ailleurs dans le monde. Vous-même avez plus de 30 années d'expérience dans l'immobilier. Vous avez vu passer plus d'une crise. Celle que nous traversons actuellement peut-elle se comparer à celles qui l'ont précédée ? Oui, alors revenons sur la crise de 1992 qui a suivi le déclenchement de la guerre du Golfe fin 91. 92 a marqué dans le monde entier la fin d'un long cycle de hausse de l'immobilier, avec en France une chute des prix de l'ordre de 50% entre 92 et 97. En 2008, une crise financière mondiale a vu l'immobilier accuser
le coût partout dans le monde, avec une chute des prix toutefois relativement modérée de l'ordre de 10 à 20%, et surtout une crise assez courte, puisqu'elle a duré entre, je dirais, 6 mois et 2 ans, selon les pays. Donc, elle est différente de celle de 92, car à l'époque, l'immobilier haut de gamme n'était pas considéré comme une valeur refuge comme il l'est depuis 20 ans. Et différente de celle de 2008, où les principaux acteurs, vendeurs, acquéreurs ou investisseurs, ne disposaient pas d'autant de liquidités qu'aujourd'hui. Donc, dans ce contexte, nous sommes assez confiants. Nous anticipons, après la sortie de la période de confinement, un trou d'air de 3 à 6 mois. Et nous connaîtrons sans doute pendant cette période-là une chute du volume des transactions avec des acquisitions on va dire, d'opportunités et des ventes de nécessité. Mais après cette période, c'est-à-dire en fin d'année, vers le mois d'octobre-novembre 2020, les transactions devraient repartir à un rythme plus soutenu et des prix sans doute comparables à ceux d'aujourd'hui. Vous utilisez l'expression valeur refuge concernant l'immobilier de prestige. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur ce que vous entendez par cette notion de valeur refuge. Alors, nous constatons que la confiance reste pleine et entière dans l'immobilier de prestige qui représente la valeur refuge par excellence. Alors, on savait, comme vous le dites, que l'immobilier haut de gamme était déjà considéré comme une valeur refuge depuis une bonne vingtaine d'années d'un point de vue financier. Mais avec la crise du coronavirus, nos clients ont pris conscience qu'avoir un bien de qualité, bien placé, avec une belle vue, de beaux jardins, de beaux volumes, une terrasse, c'est aussi le meilleur des refuges quand le monde extérieur est hostile. Mais la pierre de qualité, ce n'est pas non plus qu'un refuge financier ou un refuge physique, c'est aussi, et comme on l'a constaté partout dans le monde, une base arrière professionnelle. Et la plupart des acquéreurs en ont aujourd'hui pleinement conscience et ont pris l'importance, la mesure de l'importance d'avoir un bien confortable et un bien qui puisse être utilisé en bureau en cas de nécessité. Ce constat est-il le même dans les 15 pays où Barnes est implanté? Oui, alors dans toutes les villes où nous sommes implantés, nous avons reçu de nombreux appels d'investisseurs qui se disent prêts à agir rapidement pour acquérir des biens de qualité dont le prix serait intéressant. En parallèle, on reçoit également des appels de particuliers qui nous disent être pressés d'acheter car ils disposent de sommes importantes qu'ils ne souhaitent pas investir, qu'ils ne souhaitent pas laisser trop longtemps sur leur compte en banque. Ainsi, cette cliente d'Aix-en-Provence qui avait vendu un bien il y a quelques mois et qui disposait d'un peu plus de 2 millions d'euros sur son compte, nous a relancé récemment pour nous insister sur l'urgence de son acquisition. Donc, on continue à réaliser des ventes depuis le 15 mars un peu partout dans le monde, que ce soit à Paris, mais également dans le sud de la France, à Miami, à Londres. Évidemment, celles-ci sont moins nombreuses. Elles se comptent partout dans tous ces endroits sur les doigts d'une main, mais elles nous permettent de constater que l'immobilier haut de gamme se maintient malgré la crise, notamment à Londres, qui est, comme on le sait, l'une des villes les plus internationales dans le monde. Merci Thibault. Et bien justement, passons la parole à Chloé Rulot, la directrice de Barnes Londres, pour en savoir plus sur cette activité actuelle et récente du marché immobilier de prestige à Londres. Chloé, question toute simple, comment se présente le marché après 6 semaines de confinement? Oui, alors le marché immobilier à Londres, il est actuellement en attente. C'est-à-dire que nous sommes suspendus aux annonces qui vont être faites dans les jours prochains par le gouvernement. Donc, pour comprendre en fait ce qui s'est passé dans le marché londonien et comment il se porte, il faut quand même revenir sur l'activité des derniers mois. C'est très différent de Paris, par exemple, où le marché était euphorique. En effet, ici, nous, on sort d'une crise qui était liée à l'incertitude due au Brexit et avec un ralentissement fort du nombre de transactions et une baisse des prix. Or, le marché immobilier repart depuis les élections de décembre qui ont confirmé la position de Boris Johnson en Premier ministre. Et cette stabilité politique c'est cette stabilité politique qui a redonné totalement confiance aux acheteurs. On a vu les effets immédiats de cette confiance dès le mois de janvier-février,
En effet, nous ici chez Barnes London, on a eu de très bons résultats. On a fait, pour vous donner un exemple, Laurent, on a fait un chiffre de 400 000 livres sterling avec des transactions, quand même en 2 mois, avec des transactions qui sont entre 2 millions et 8 millions de livres. Ce qui confirme que les acheteurs sont à nouveau prêts à investir dans l'immobilier. Donc, dans ce marché très dynamique, arrive le Covid-19 et le lockdown donc, qui a été annoncé le 23 mars. Et là, nous, on a vu l'impact immédiat du Covid-19, puisque dès le 24 mars, les anglo-saxons en réagissant vite, les banques annoncent qu'elles arrêtent de prêter. Et notamment la Barclays annonce que si on n'a pas 50% d'apport, on n'aura pas de crédit. Donc, vous imaginez qu'à ce moment-là, le marché se fige, tout se fige, et les crédits sont gelés. On a donc les transactions qui étaient en cours, les acheteurs qui vont demander à renégocier le prix d'achat. Donc, l'activité s'arrête. Donc, nous, ici au Royaume-Uni, les résultats, l'impact du Covid-19, ça a été vraiment immédiat. Et d'ailleurs, on est toujours en plein dedans. Mais ce qui est important pour nous, c'est que les transactions sont figées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas annulées. Donc, vous comprenez pourquoi on est suspendu aux annonces du gouvernement qui va nous expliquer, qui va nous aider à comprendre comment on va reprendre l'activité surtout. Alors justement, on l'a dit, dans 2 jours logiquement, a priori jeudi, le gouvernement de Boris Johnson va annoncer la date du déconfinement et ses modalités. À votre avis, Chloé Relot, quelles seront les réactions des acheteurs et des vendeurs? Alors, bon, je ne suis pas voyante extra-lucide, mais on peut déjà avoir une idée de ce qui va se passer. Nous étions dans un marché ascendant, comme on vient de le voir. Donc, on s'attend quand même à ce que l'activité reprenne vite, peut-être même aussi vite que l'arrêt qui a été dû à l'annonce du lockdown. Donc, en fait, on commence à le sentir en ce moment puisque on reçoit de nouvelles demandes depuis à peu près une dizaine de jours. Donc, on sent que le marché peut redevenir dynamique sous peu. D'autant plus que le gouvernement a annoncé qu'il n'allait pas demander de report de date de sortie de l'Europe, ce qui était une des inquiétudes et ce qui est important afin de maintenir la confiance. Donc, on s'attend aussi à ce que les acheteurs négocient les prix, car bon, le Covid, c'est aussi une crise, et aussi parce que les bourses européennes ont perdu quand même 25% depuis le début de l'année. Donc, ça aussi, c'est un signe. Donc, la différence avec d'autres capitales européennes, c'est que l'impact de la crise chez nous a été plus immédiat, mais on pense qu'il sera certainement plus court. À votre avis, Chloé, le marché londonien tel que vous nous le décrivez, sera-t-il dans les semaines et les mois à venir l'endroit où réaliser de bonnes affaires? Alors ça, effectivement, c'est toujours le sujet. Oui, alors, dans ce contexte, il y aura sûrement de bonnes affaires. Car, bon, tout d'abord, la négociation est un art couramment pratiqué ici. Et aussi parce que la livre sterling a baissé depuis le vote du Brexit. Donc, on a bien sûr des investisseurs locaux et des investisseurs qui viennent de l'étranger. Ensuite, on a toujours des personnes qui ont besoin de vendre pour des raisons qui leur sont propres. Et ça, c'est vraiment dans toutes sortes de budgets. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Donc, j'insiste sur le fait que Londres peut parfois être perçue comme une ville de riches qui peuvent se permettre d'attendre une fin de crise pour mettre en vente leur appartement. Mais nous recevons des appels donc, tous les jours, depuis 10 jours, presque 2 semaines maintenant, avec des budgets d'achat assez conséquents d'investisseurs. C'était d'ailleurs un peu l'attente de cette année 2020, le retour des investisseurs, l'upside, on va dire, de cette année. Donc des budgets parfois qui sont autour de 2, 5, 8 millions. Mais il faut savoir que ce ne sont pas les mêmes budgets qu'à Paris. En effet, ici, dans ce qu'on appelle le Prime Central London, donc le Prime Central London, c'est ce qui regroupe, c'est assez étendu, ça part de Fulham dans le sud-ouest, ça passe par Mayfair, ça passe par Marylebone, ça passe par Regent's Park. Le Prime Central, on a quand même des prix au mètre carré qui varient entre
Alors, en livres sterling, on va être à 1200 livres du square foot, ce qui correspond à peu près à 16 200 €. Et on va jusqu'à 2200 livres du square foot, qui correspond donc à 30 000 € du mètre carré. Après, on a aussi des pics pour l'exceptionnel, puisqu'on a des quartiers, les quartiers comme Knightsbridge, les quartiers comme Belgravia, les quartiers comme Mayfair, où on peut trouver des choses. Là, par exemple, en ce moment, on a quelque chose d'assez exceptionnel, qui est un très beau penthouse de 400 mètres carrés avec une vue extraordinaire, bordée de terrasses. On voit de la City jusqu'à Hyde Park. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On va avoir aujourd'hui ce genre de produit peut être proposé à 15 millions de livres pour 400 mètres carrés, ce qui est finalement un prix plutôt correct par rapport à ce qui se passait en 2014-2015. Donc, est-ce qu'il y aura encore… Je vous arrête un instant. Le prix de 15 millions de livres, soit à peu près 17 millions d'euros, ce qui est quand même assez conséquent. Oui. Pour vous, c'est une bonne affaire en ce moment, vu l'état du marché londonien? Alors, est-ce que c'est une bonne affaire? Ça reste évidemment quelque chose qui n'est pas évidemment pour toutes les bourses, mais oui, c'est un prix qui est correct. C'est présenté à un prix correct, sachant que cet appartement, à une époque, était présenté il y a quelques années à plus de 20 millions de livres. Donc oui, pour de l'exceptionnel, c'est une affaire. Et qu'en est-il du neuf, qui est assez foisonnant à Londres? Oui, alors on a beaucoup de programmes neufs, effectivement, à Londres. Donc le neuf, on sait qu'il va y avoir de bonnes affaires, puisqu'il y a des promoteurs qui auront besoin de toute façon de vendre leur stock. On sait qu'il y aura aussi des choses intéressantes pour les investisseurs qui pourraient acquérir plusieurs lots. Donc oui, dans le neuf, il y aura certainement de bonnes affaires. Vous avez pu maintenir, malgré le confinement, une activité régulière, comme ça a été le cas, par exemple, à Paris, dans les différents bureaux de Barnes? Alors, ici, l'activité a été faite. Évidemment, nous avons tous travaillé chez nous depuis le confinement. C'est une activité qui reste quand même minimale, puisque, dû au confinement, c'est quand même difficile de pouvoir entreprendre des visites. Mais néanmoins, nous avons quand même de nouveaux mandats qui arrivent donc sur le marché de la vente en exclusivité. Là, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un appartement familial de 5 chambres qui est dans un quartier donc, de Prime Central London, qui est un bel appartement dit familial, avec un beau séjour, avec des beaux volumes, et qui a la particularité d'avoir un jardin communal. Alors, le jardin communal, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à Londres, que les Anglais et les internationaux aiment beaucoup. C'est un endroit de vie, c'est un lieu de convivialité où on vient se promener le week-end. C'est accessible pour les gens qui habitent autour, qui habitent sur ce communal garden. Vous avez des jeux pour les enfants et celui-ci a la particularité d'avoir chaque année au mois de novembre pour la nuit de Guy Fawkes, eh bien, vous avez un feu d'artifice qui est tiré. Donc, c'est vraiment quelque chose de très connu dans le quartier. Et donc, quand on a mis cet appartement en vente, on a dû s'adapter, puisque évidemment, dans le contexte actuel, les choses sont différentes. Donc, nous le commercialisons depuis maintenant une semaine avec une visite virtuelle Matterport. Eric Boussard, si vous pouviez le lancer, ce serait formidable. Voilà la visite. Voilà. Alors là, ça permet de voir. Voilà, donc ça, ce sont nos nouveaux outils. Donc c'est un petit peu, vous savez, pour vous donner un exemple, c'est comme les consultations de médecins en ligne. Nous faisons des visites virtuelles. Donc on peut arriver, comme on le voit vraiment à l'écran, vous voyez, on voit le salon, on peut se promener dans l'appartement. Donc c'est un exemple beaucoup plus concret et beaucoup plus vivant qu'un simple plan ou de simples photos. Donc ça, c'est une technique qu'on développe de plus en plus. Donc vous voyez, là, on se promène, on peut faire un tour à 360 degrés, on se promène dans le salon.
Là, on passe dans la cuisine. Donc, vous voyez, c'est vraiment un appartement familial. On a une grande cuisine pièce à vivre, une belle avec un coin salle à manger, avec tout l'équipement. Et puis ensuite, on va pouvoir prendre les escaliers et descendre donc dans la chambre parentale, qui est une belle pièce, encore une fois, avec beaucoup de rangements. Ça, c'est quelque chose qui manque toujours. Et la salle de bain, donc, ensuite. Ah, et voilà le fameux jardin communal. Voilà, le fameux jardin communal. Donc là, on peut se promener, on peut aller partout, on peut aller voir les balançoires, on peut aller voir le toboggan et revenir ensuite chez soi. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de grand. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa et de très agréable à vivre à Londres. Et alors, typiquement, Chloé, vous avez mis en ligne cette visite virtuelle, donc Matterport, il y a une semaine. Oui. Je crois avoir compris que ça avait entraîné déjà une visite. Et alors, réelle, celle-ci, Oui. c'est ça? Alors ça, c'est intéressant puisque le lien Matterport permet de faire, on va dire, une présélection. Alors d'autant plus dans le contexte actuel, une présélection, c'est-à-dire que l'acquéreur potentiel peut le voir donc en ligne sur les portails que sont Rightmove, Zoopla, On the Market. Il fait donc sa visite et ensuite, s'il a envie de le voir, il nous appelle. Donc, on a eu une vraie visite. Cette visite virtuelle s'est transformée en réalité. On a eu une vraie visite avec un client donc, qui est venu. Alors là, on doit respecter évidemment toutes des conditions très, très strictes. C'est-à-dire, pour le client et pour moi-même, on est arrivé. Donc, les propriétaires, les vendeurs étaient sortis de l'appartement. Donc, on était vraiment seuls, avec un masque, avec des gants, chacun, avec une distance d'à peu près 2 mètres. Heureusement, l'appartement est grand, donc on pouvait tenir facilement la distance. Et effectivement, on sait que c'est quelque chose qui va devenir maintenant… avant, les visites virtuelles commençaient à se faire, mais c'était surtout pour les clients qui habitent à l'étranger. Et là, maintenant, on sait que c'est quelque chose qui va devenir monnaie courante au Royaume-Uni, ça c'est sûr. Donc voilà, et ça c'est quelqu'un effectivement, ce client qui était très intéressé par le fameux communal garden où on a ce feu d'artifice chaque année. Ne nous faites pas languir plus longtemps, il a dit oui ou pas? Écoutez, là on n'en est qu'au début, c'est un peu prématuré, mais il y a beaucoup d'intérêt. Oui. Formidable. Vous dites de Londres, comme Thibaut de Saint-Vincent le disait au début, vous dites que c'est la valeur refuge par excellence. Qu'est-ce qui fait que Londres est si spécial par rapport à d'autres capitales européennes ou internationales? Alors effectivement, Londres est plus que jamais une valeur refuge. Alors tout d'abord, valeur refuge puisque les bourses européennes ont perdu 25% depuis le début de l'année. Donc oui, l'immobilier reste une valeur refuge quand les bourses baissent. On sait qu'on prédit donc, le retour des investisseurs qui est donc l'upside depuis les élections de décembre dernier et qui commence à se manifester dans les demandes comme on l'a vu. Ensuite, eh bien, Londres, de par sa position géographique, bénéficie d'une place stratégique entre l'Europe et les États-Unis. Donc, c'est aussi souvent le premier endroit où les étrangers investissent en Europe. Pour la simple et bonne raison que ici, vous avez les écoles et les universités anglaises, donc pas seulement à Londres, mais dans le Royaume-Uni, qui sont très, très réputées. Et qu'on vienne de Singapour ou qu'on vienne de Californie, on pourra toujours étudier en anglais, puisqu'on oublie parfois, c'est tellement évident qu'on l'oublie, mais en fait, l'anglais est quand même la langue qui est la plus parlée au monde. Donc, Londres est aussi un incontournable dans toute vie d'expatriés, puisqu'il y a toujours à l'épaule Londres, New York, Hong Kong. Ensuite, vous avez aussi la City, qui est donc une incontournable plaque de la finance mondiale, donc qui attire toujours autant de monde. Et puis, il faut savoir aussi que Londres a pris des mesures pour attirer les capitaux étrangers, comme par exemple le statut de résident London, qui est un forfait fiscal, qui a aussi été mis en place, par exemple, au Portugal ou en Italie. Donc oui, c'est une ville qui reste attractive par son dynamisme et encore plus en ce moment avec cette crise du Covid-19, on sait que les gens du monde entier vont chercher une valeur refuge qui soit internationale.
Alors justement, vous soulignez le fait que les conditions actuelles sont dans le monde entier effectivement totalement inouïes et inédites et imprévues. Vous, Barnes Londres, que proposez-vous en ce moment pour vos clients, qu'ils soient français ou qu'ils soient internationaux, et surtout qu'ils aient déjà un pied à Londres ou qu'ils songent à y venir? Que leur proposez-vous qui soit différent de ce que proposent les autres réseaux immobiliers présents à Londres? Oui. Alors, il y a deux types de clients. On a les clients qui ne résident pas, qui sont non résidents au Royaume-Uni. Donc là, c'est important de savoir que ici à Londres, c'est évidemment différent puisque chaque pays travaille un peu différemment. En tout cas, la forme est souvent différente. Donc ici, les transactions entre agences, les transactions interagences, ce qu'on appelle en France les intercabinets, sont très très courants. Même c'est la norme. C'est vraiment souvent quelqu'un a la maison à vendre et l'autre agent va arriver avec son acheteur. Donc, on travaille très souvent ensemble. Et donc, ce qui nous permet à nous, Barnes, de pouvoir offrir à nos clients un accès à la totalité de l'offre dans le résidentiel à Londres. Et très important, y compris ce qui est off-market. Donc, on peut vous montrer aussi le off-market. Ensuite, on a aussi accès à la totalité de l'offre des programmes neufs, comme on en parlait tout à l'heure, puisque nous avons des accords avec tous les promoteurs. Et ce qui est important aussi, c'est que nous n'avons pas d'exclusivité avec des très grands promoteurs qui nous interdiraient de pouvoir proposer d'autres programmes à nos clients. Ensuite, quand on passe par Barnes Londres, c'est comme si vous aviez une clé donc, qui va vous ouvrir tout ce marché londonien. Et puis aussi, nos négociateurs peuvent vous donner une explication des démarches à suivre, des usages donc, qui sont différents, puisque notre équipe est internationale. Et elle est expérimentée dans d'autres pays. Donc, on est à même de comprendre les réactions de personnes qui arriveraient de l'étranger, qui ne connaissent pas ce marché, et on est surtout à même d'expliquer les subtilités du marché anglais. Et puis, bien sûr, on fait un programme aussi un peu on va dire de cocooning, puisque bien sûr, on peut vous mettre en relation avec les professionnels nécessaires, que sont donc les avocats, les architectes, les décorateurs, les banques. Voilà. Ensuite, vous avez aussi les résidents, ceux qui sont déjà résidents au Royaume-Uni. Donc, eux savent que nous avons une approche qui est différente des autres agents anglais, puisqu'on travaille différemment. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Ici, vous avez un accompagnement qui est très fort avant la vente. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fait d'offre, votre agent va être très très près de vous, il va vraiment vous accompagner. Une fois que, on va dire, vous avez une offre, un accord de prix, une offre qui est acceptée, eh bien, le travail de l'agent est fini, sa mission s'arrête. C'est vraiment, ça s'arrête à la négociation du prix. Nous conservons évidemment notre éthique de travail, nous conservons notre savoir-faire Barnes, ce qui veut dire qu'on va vraiment accompagner nos clients jusqu'à la fin, c'est-à-dire du début de leur projet jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils aient signé, jusqu'à ce qu'ils aient les clés en main. Et ça, c'est important parce que on va vraiment travailler nos dossiers du début à la fin. Moi, je me souviens, par exemple, en France, combien de fois je suis allée au service des hypothèques pour retrouver un titre de propriété qui avait été parfois perdu par les propriétaires, enfin des choses, ou organiser une assemblée extraordinaire, une assemblée de copropriété extraordinaire dans un immeuble. Donc, on fait ce genre de choses, on sait les faire et effectivement, on suit nos dossiers et c'est pour ça que nos clients nous sont fidèles. C'est cette différence culturelle, je pense, aujourd'hui, qui va vraiment faire la différence, en tout cas à court terme et à moyen terme, bien sûr. Et alors, vous êtes modeste, mais je me suis laissé dire que les vitrines de l'agence Barnes Londres sont parmi les plus belles du marché immobilier de prestige londonien. Alors écoutez, les plus belles, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on accorde beaucoup d'importance
à nos vitrines. C'est vrai qu'on a eu plusieurs clients qui sont rentrés parce qu'ils avaient trouvé nos affiches belles et surtout parce qu'on a une très belle exposition. Nous sommes situés donc à South Kensington, un lieu vraiment qui a toujours été considéré comme un endroit vraiment le lieu parfait, on va dire, pour avoir une agence, pour avoir un bureau en tout cas. Donc oui, on a une très très belle visibilité et c'est vrai qu'on soigne beaucoup. C'est vrai que quand vous confiez un mandat à Barnes, on va vraiment soigner la présentation parce que c'est important. C'est la première impression que les acheteurs vont avoir. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez la première fois, vous n'irez pas. Donc, il faut effectivement montrer quelque chose qui fera envie et on a la chance d'avoir les biens qui peuvent faire envie. Qu'en est-il des locations ? Alors, la location, c'est un marché qui est très actif. Comme il y avait eu un ralentissement du nombre de transactions en vente, effectivement, le marché de la location depuis plusieurs années est un marché qui explose chaque année. On a d'ailleurs, on cherche toujours du stock parce qu'on a beaucoup de demandes en location. Donc, c'est un marché qui est très, très actif. Il faut savoir, et ça c'est intéressant pour nos investisseurs, vous avez un rendement quand même de presque 3%, ce qui est quand même très attractif, surtout sur la période à venir. Et alors, on va pouvoir aussi un peu se vanter en disant qu'effectivement, les propriétaires, notamment les Anglais, viennent exprès nous voir pour notre clientèle internationale et notamment les Français. Donc, il faut savoir que les Français sont des locataires qui sont très appréciés puisque nous prenons soin de nos intérieurs et que parfois, au moment où vous devez relouer l'appartement, la décoration des Français est considérée comme une belle décoration. On a un style qui est différent de ce qu'on va revoir en général refait par des promoteurs ou par des marchands de biens. Donc, on a quelque chose qui est vraiment différent et qui donne plus envie. Donc, oui, figurez-vous que les Français sont très recherchés comme locataires. Je vous donne un exemple. Pardon. Je vous donne un exemple à Knightsbridge, par exemple. On revient à Knightsbridge. Si vous avez un propriétaire qui a une maison qu'il souhaite mettre en location, il préférera toujours la louer à une famille française plutôt qu'à un groupe de plusieurs jeunes qui seront en colocation et qui rendront la maison absolument pas dans le même état. Merci Chloé pour ces informations. Nous avons de nombreuses questions d'internautes que nous sommes en train de rassembler et que nous vous poserons tout à l'heure. Je voudrais venir justement sur cette vision internationale et de la clientèle internationale, revoir avec Thibaut de Saint-Vincent un petit peu ce que représente Londres dans le monde. Thibaut, quelle est l'image que véhicule Londres sur le plan international au niveau immobilier? Quelle est l'image que vous en avez? Quelle est l'image que vous en font remonter les clients de Barnes? Écoutez, Londres, c'est la ville internationale par excellence. Comme vous le savez, chaque année, on sort le Barnes Global Property Handbook, que nous distribuerons d'ailleurs à tous les participants à ce webinaire. Lors de ce Barnes Global Property Handbook, on établit chaque année ce qu'on appelle le Barnes City Index. Et le Barnes City Index donc, fait ressortir chaque année les 50 villes les plus internationales et les plus appréciées par sa clientèle internationale, sur la base de 3 critères. Le critère, parce qu'on achète avec le cœur, donc le critère du cœur, de la passion, on achète une ville parce qu'il y a une belle architecture, de belles boutiques de luxe, de beaux musées, une vraie vie culturelle. Donc ça, on voit que c'est le cas de Londres par définition. Et on achète aussi pour des questions pratiques. Pratique, ça veut dire de bonnes écoles, de bonnes universités, des aéroports ou des transports ferroviaires faciles. Donc ça, on voit qu'également Londres est en tête pour ce type de biens. Et on achète enfin pour des questions financières parce qu'il y a une possibilité de réaliser des plus-values, parce qu'il y a aussi une possibilité d'avoir une activité économique. Donc tous ces critères font que Londres, sur les, on va dire, 30 dernières années, a été continuellement dans le top 5 des villes internationales les plus recherchées. Je dirais qu'il n'y a qu'une exception qui était depuis 2 ans. En raison du Brexit,
on voyait que Londres avait du mal à résister, à trouver sa place parce que le Brexit a amené une incertitude que n'aiment pas les investisseurs. Mais aujourd'hui, le Brexit, c'est un sujet qui semble être réglé. Et donc, on pense qu'après une période de baisse qui a été globalement de 2015 à 2019, donc 4 ans de baisse des prix à Londres. Globalement, les prix ont chuté de 30-35% entre 2015 et aujourd'hui. On voit que depuis le Brexit, intervenu en décembre, l'officialisation du Brexit intervenue en décembre 2019, on voit que clairement l'intérêt est revenu. Il y a eu dès le mois de décembre, chez Barnes comme chez beaucoup d'autres confrères, une vraie reprise des ventes et des transactions. Et comme le soulignait Chloé, donc vraiment aujourd'hui un marché très confiant qui ne demande qu'à repartir. C'est vrai qu'est intervenue là-dessus la crise du coronavirus qui quelque part nous a tous mis entre parenthèses pendant quelques mois, mais on est assez confiant sur le fait que donc le marché devrait reprendre. On dit que Londres est l'une des 10 plus grandes villes françaises. Pensez-vous que les Français, qui sont traditionnellement très nombreux à vouloir aller s'installer à Londres, continueront dans les semaines et les mois à venir, malgré la crise que nous sommes en train de traverser? Oui, alors c'est intéressant effectivement parce qu'on compte 400 000 Français à Londres, ce qui en fait une des 10 plus grandes villes françaises quelque part. Donc on voit un double phénomène depuis 2015. On voit ce phénomène des Français qui reviennent en France ou des Français de Londres qui reviennent en France ou qui envisagent de revenir un jour et donc ils font un investissement ou se positionnent pour un retour. Et puis, on le voit aussi, il y a tous ces Français qui sont présents à Londres et qui sont réellement amoureux de la ville et qui continuent à nous dire, nous, de toute façon, on y restera. Et puis, on a aussi un phénomène intéressant qui est alors ça c'est plus rare, mais on les voit revenir, quelques étrangers, qu'ils soient français, européens ou même américains, qui aujourd'hui nous disent qu'ils sont prêts à refaire un investissement à Londres. Il ne faut pas oublier que Londres, ça reste, malgré les soubresauts liés au Brexit, la capitale de la finance mondiale. Il est sûr que Londres, on le voit, semble se positionner un peu en arbitre aujourd'hui grâce au Brexit entre les États-Unis d'une part et l'Europe d'autre part, qui pourra certainement leur faire jouer un rôle majeur dans les années à venir. Donc effectivement, je pense qu'on peut être très positif sur l'immobilier à Londres dans les prochains mois et les années à venir. Merci Thibaut de Saint-Vincent. Je voudrais maintenant passer la parole à Isabelle de Vernon, de la succursale londonienne de la Banque Transatlantique. Isabelle, Chloé Rulot nous a dit tout à l'heure que les banques britanniques avaient dans l'ensemble gelé les prêts pendant le confinement, ce qui est assez surprenant vu de Paris. Expliquez-nous comment cela s'est passé et quelles peuvent en être les conséquences. Certains établissements se sont retirés du marché en gelant l'octroi des crédits. Ça a été leur choix, ce n'est pas le nôtre. Je ne peux pas me prononcer à la place de mes concurrents, mais on a noté un certain durcissement récemment dans les règles d'octroi des crédits. Nous travaillons actuellement activement à la remise en route des dossiers de crédit et j'ajouterais que la Banque Transatlantique est présente à Londres depuis 30 ans. Ce n'est pas la première crise que nous traversons, notamment celle du Brexit. C'est d'ailleurs notre rôle d'établissement financier d'être présent quand ça va bien et quand ça va moins bien aussi. Et alors, quelle est une position qui est vraiment intéressante, quel est le profil des acheteurs et des investisseurs qui font appel à vous de manière générale, mais surtout en ce moment, c'est-à-dire en plein confinement à Londres? Notre clientèle est composée majoritairement de cadres dirigeants, entrepreneurs français désirant diversifier leur patrimoine en investissant pour leur famille à Londres.
Nous accompagnons également des partenaires de fonds d'investissement ainsi que des familles présentes à Londres et qu'on peut qualifier de old money. Nous intervenons dans nos opérations à partir d'1 million de sterling et nous finançons jusqu'à 75% de l'acquisition du bien, ce que l'on appelle au Royaume-Uni la loan to value. Nous pratiquons des taux fixes long terme, ce qui est très rassurant pour nos clients dans cette période incertaine. Alors, vous m'avez posé aussi une question sur y a-t-il un changement après disons, cette crise? Nous n'avons pas noté de changement pendant le shutdown, ce qui prouve la solidité du marché. Cela confirme aussi le fait que nous pensons que nous avons eu raison de ne pas geler nos activités de financement pendant cette période du Covid-19. Avez-vous pu traiter les dossiers de manière 100% digitale pendant les semaines qui viennent de s'écouler? Alors, nous avons noté des retards à Londres s'agissant des évaluations de biens, car pour boucler une opération, les acheteurs ont besoin de procéder à une évaluation, ce qu'on appelle la survey au Royaume-Uni. Et ça a pu retarder certains dossiers puisque les surveys doivent se faire sur place. Mais nous avons bon espoir avec l'annonce que nous attendons de Boris Johnson en fin de semaine qu'après le déconfinement, eh bien, nous pourrons boucler les dossiers qui sont en cours et nous l'espérons rapidement. Isabelle de Vernon, peut-être juste expliquer ce qu'est un survey pour les internautes qui ne connaîtraient pas le marché londonien. Oui. Pardon, je vous en prie. La survey, en fait, c'est l'évaluation du bien qui est nécessaire, en fait, avant de pouvoir réaliser l'opération d'acquisition. Le régulateur britannique impose d'effectuer une valorisation du bien avant que l'opération puisse se conclure. Et actuellement, les surveys à Londres doivent se faire physiquement avec justement ces experts. Cela dit, s'agissant... On imagine bien qu'avec la période actuelle, justement, l'expertise, donc les surveys ont une importance encore renforcée par rapport à la situation habituelle. Absolument, absolument. Elles sont d'autant plus nécessaires pour que l'acheteur achète un bien avec une valeur qui correspond bien entendu à la valeur du marché. S'agissant de la digitalisation de la banque, à Paris, nous profitons, nous, l'équipe de Londres, de l'excellente initiative du Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui a mis en place la dématérialisation des prêts afin de ne pas bloquer la chaîne de financement. Ça nous a beaucoup aidé ces dernières semaines et d'ailleurs, il en est de même pour les notaires en France. Les prêts à taux fixe, je reviens sur la question précédente, vous me parliez des prêts à taux fixe que vous proposez. Ils sont rarissimes au Royaume-Uni, ils sont monnaie courante en France certes, mais ils sont rarissimes à Londres. Pour quel type de clients les proposez-vous ? Alors, je vais juste un tout petit peu pondérer ce que vous avez dit. C'est vrai que l'approche anglo-saxonne consiste plutôt à financer en in fine et à très court terme, c'est-à-dire moins de 5 ans et plutôt en général à taux variable. Donc, nous avons une approche en fait qui est plus conservatrice puisque nos clients français préfèrent être financés à long terme sur des maturités de 12, 15, 20 ans à taux fixe sur des crédits amortissables. Cette approche rassure nos clients dans cette période d'incertitude et nous donne confiance dans l'avenir. Bien entendu, nous proposons à notre clientèle londonienne qui apprécie ces prêts à taux fixe. Vous aurez des exemples, sans rentrer dans le détail bien évidemment de la grille de vos taux, mais des exemples de taux actuellement pratiqués, c'est-à-dire 5 mai 2020 ? Oui, bien sûr. Alors, j'ajouterais aussi qu'on est tout à fait à même de mettre en place des crédits multidevises, euro-GBP, puisque nous avons des clients français qui achètent à Londres, sur lesquels on va les financer en euros. Donc, je peux vous donner quelques cotations sur la grille du mois de mai, sachant que les taux sont susceptibles de variation, donc à prendre quand même avec précaution. Mais sur, par exemple, un financement en euros à taux fixe, sur des maturités de 10 ans, on pourrait vous proposer un taux de 1%, 15 ans à 25%. 20 ans, 1,50 actuellement sur la grille euro. Et s'agissant de la grille de taux fixe amortissable en GBP, les taux fixes 5 ans en GBP sont de 3,30, sur 10 ans 3,50 et à 15 ans 3,50 également. Merci pour ces précisions. Isabelle, tout à l'heure, Chloé Rulot, directrice de Barnes Londres, nous disait qu'elle n'est pas voyante extra-lucide. Peut-être vous l'êtes-vous un peu plus.
Quelle est votre vision du marché londonien à court, moyen et long terme? Avant de répondre directement à cette question, je pense qu'il faut rappeler que la BCE et la Fed ont pris ces dernières semaines des mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises et à l'économie. En conséquence, ces mesures permettent aux investisseurs internationaux de se positionner sur le marché immobilier londonien. C'est important de le rappeler. De plus, le shutdown devrait bientôt se terminer. Nous aurons des nouvelles dimanche 10 mai. Et je pense que ces nouvelles ne devraient pas freiner les investisseurs et ralentir la reprise du marché immobilier qui avait été entérinée début 2020. Chloé l'a rappelé tout à l'heure. Londres est une valeur sûre depuis des décennies. Nous sommes sereins, nous sommes confiants sur le sujet. Alors nous avons une question posée par une internaute, Cyrine Alani-Joharisti, qui vous demande si, vu la dette abyssale qui vient d'être créée dans le monde entier, mais notamment en Europe et au Royaume-Uni, les taux d'intérêt peuvent rester aussi bas à long terme. Les taux actuels, c'est vrai, sont exceptionnellement bas. Ils remontent légèrement, mais rien d'alarmant pour l'instant. Nous pensons que le contrôle implicite de la courbe des taux par les banques centrales, comme je l'évoquais tout à l'heure, maintiendra les taux d'intérêt à un niveau bas longtemps, après le passage de la pandémie. Donc nous pensons que cela ne devrait pas impacter le marché. D'accord. J'ai une autre question d'internaute pour Chloé. Ils sont plusieurs à poser la même question, dont Gabriel qui habite Paris. Question très pratique. Comment se passe une vente immobilière à Londres par rapport à Paris et surtout selon quel délai? C'est une question pour Chloé Rulot. Alors, effectivement, finalement, c'est à peu près la même chose sur le temps. C'est à peu près la même chose sur le fond. C'est juste la forme qui diffère. En effet, à Paris, c'est très différent. Enfin, ce qui est différent, c'est que quand on a un accord de principe sur un prix, on va mettre à peu près 2, 3, peut-être 4 semaines maximum pour signer ce qu'on appelle une promesse de vente. Ce qu'on appelle communément une promesse de vente, puisqu'en fait, c'est un avant-contrat. Dans cet avant-contrat, on va avoir des clauses suspensives qui seront levées. Enfin, il faut évidemment que toutes ces clauses soient levées pour pouvoir signer les actes authentiques et être vraiment propriétaire. Ici, la grosse différence, c'est que la promesse, qu'on appelle un exchange, n'est pas un avant-contrat, mais c'est un contrat. Donc, on met beaucoup plus de temps à signer un exchange. C'est-à-dire que ça peut prendre entre 1 mois et demi et 2 mois, puisqu'il n'y a pas de conditions suspensives et tout est déjà déterminé. C'est-à-dire le crédit, le taux de crédit, le montant, comment on va emprunter, s'il y a des clauses suspensives d'annexion de parties communes, enfin toutes ces choses sont réglées dans la promesse, dans l'exchange. D'ailleurs, il n'est pas rare de signer un acte authentique et un exchange le même jour. Puisque tout est prêt. Donc, ça prend à peu près le même temps, mais effectivement, c'est un petit peu différent, puisque quand on signe une promesse en France, on va dire la vente est bloquée, le vendeur ne peut plus vendre à quelqu'un d'autre. Eh bien, au Royaume-Uni, c'est la même chose. Quand on signe un exchange, le vendeur est bloqué, il ne peut plus vendre à quelqu'un d'autre, sauf que là, il a quand même 2 mois pour peut-être avoir une meilleure offre. Oui, donc, c'est la surenchère est possible au Royaume-Uni, ce qui n'est pas possible en France. Quand on met un bien en vente à un prix donné, la surenchère n'est théoriquement pas possible, alors que là, c'est monnaie courante, visiblement. Alors, c'est monnaie courante, puisque surtout le prix de présentation est un prix à titre indicatif. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait dire, bah, tiens, moi je trouve que votre appartement n'est pas assez cher, oui, ça arrive, et je voudrais l'acheter plus cher, bien sûr. Ça, c'est possible. Après, c'est aussi parfois une stratégie, comme on a pu le voir avec le Brexit. Parfois, si on veut vraiment vendre, on va mettre à un prix un peu plus attractif, un prix de présentation plus attractif, en essayant de générer plusieurs offres, de meilleures offres que ce prix, puisque les offres peuvent aller au-delà de ce prix de présentation. D'accord. Nous avons une autre question qui s'adresse à Thibaut de Saint-Vincent. Thibaut de Saint-Vincent, vous avez parlé de la position de Londres sur la place immobilière mondiale, mais qu'en est-il en ce moment avec les restrictions de transport?
Est-ce que, alors ça marche pour Londres, mais j'imagine que ça marche aussi pour New York et pour Hong Kong, cette question. En quoi les restrictions de transport impactent-ils ou non le marché immobilier de prestige là dans l'instant? On achète toujours un bien de prestige ou un bien immobilier de manière générale, c'est une acquisition qu'on réalise sur le long terme. Donc effectivement, certainement que ces transports peuvent affecter le marché de la location saisonnière parce que certains, on le voit, certaines personnes qui avaient prévu des vacances à l'étranger aujourd'hui se recentrent sur leur pays. Nous, on a énormément de demandes de Français qui souhaitent louer en France alors qu'ils avaient prévu d'aller à l'international. Donc ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a de fortes chances que la plupart des clients annulent leur location saisonnière à l'international. Sur la partie acquisition, je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, ça ne change pas les décisions parce que les décisions sont des décisions à long terme. Et je pense que je ne prends pas trop de risques à dire que cette restriction des transports ne sera a priori que temporaire. Donc on peut espérer que dans quelques mois, tout redeviendra, alors peut-être pas comme avant, mais en tout cas qu'on pourra circuler librement et se déplacer d'un pays à l'autre. Merci Thibaut. Nous recevons de nombreuses questions. Nous venons de recevoir une question de Léopold Eldervert, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, qui nous demande quelle est la différence majeure entre le marché de l'immobilier de luxe en France de manière générale et au Royaume-Uni. Alors, c'est une réponse qui demanderait de longs développements. Vous aurez à la fin de ce webinaire, dans quelques minutes, les coordonnées des différents intervenants qui vous seront communiqués. Vous pourrez leur poser vos questions en direct. Comme ça, ils pourront vous répondre dans les heures ou les jours qui suivent. Merci à vous pour toutes ces questions. Je voudrais maintenant, pour clore ce webinaire qui amène encore une question à l'instant, mais on va y répondre vraiment dans les jours à venir. Je voudrais passer la parole, pour conclure, redonner la parole à Chloé Rulot. Et pour commencer, Chloé, je crois qu'il y a un point qui vous tient à cœur, c'est la partie NHS, c'est-à-dire la réaction naturelle de la part des Britanniques envers leurs soignants. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est un point très important. Le NHS, c'est le système de santé public du Royaume-Uni, qui évidemment est mis à rude épreuve en ce moment. Donc, sachant que le sujet de notre webinaire étant l'impact du Covid-19, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant aussi de souligner qu'on peut donner pour le NHS. C'est donc le financement des hôpitaux publics et les soutenir en ce moment où ils sont vraiment mis à rude épreuve. Donc, vous pouvez aller sur le site de NHS, c'est NHS Charities. Et donc là, vous avez vous pouvez le faire par Virgin, vous pouvez le faire par PayPal, vous pouvez le faire par carte bancaire. Et n'oublions pas que les petits ruisseaux font de grandes rivières. C'est d'autant plus important alors que nous venons de parler de biens qui étaient présentés à des budgets atteignant plusieurs millions de livres ou d'euros. Peut-être une précision. Laurent, peut-être une précision juste sur la question que posait notre intervenant là, sur l'idée de l'immobilier international haut de gamme. Est-ce qui serait plus intéressant à Londres ou ailleurs? Je pense que justement l'immobilier international de prestige, c'est international. Donc aujourd'hui, dès lors que l'on choisit des lieux qui sont des lieux de qualité, puisqu'on dit souvent dans l'immobilier haut de gamme, c'est location, location, location. Donc dès lors qu'on choisit une belle ville internationale ou un beau lieu de villégiature, je dirais que c'est un placement qui est assez comparable d'un pays à l'autre. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est très différent à Londres sur l'immobilier haut de gamme que Paris, que Genève, que New York. C'est à peu près le même type de réaction et le même type de comportement de la part de nos clients, avec, pour ceux qui en ont les moyens, évidemment, un conseil de répartir en zone euro, en zone dollar, en zone livre sterling, de manière, ou en zone franc suisse même, de manière à pouvoir répartir les risques.
Bien, merci Thibaut de Saint-Vincent. Ce sera le mot de la fin de ce webinaire. Vous étiez nombreux à nous avoir suivis à nouveau. C'est vraiment un sujet qui nous passionne tous et qui nous intéresse d'autant plus concernant Londres cette semaine que dans 2 jours, nous l'avons dit en introduction, nous saurons comment se profile le déconfinement britannique. Les coordonnées de nos intervenants resteront affichées pendant quelques minutes. Vous avez tout le temps de les noter pour nous poser les questions auxquelles nous répondrons en direct. Merci beaucoup. À très bientôt pour d'autres webinaires avec Barnes autour de l'immobilier de prestige. Au revoir. Oui, merci beaucoup.